Lorsqu'Helena Blavatsky observait un être humain, elle ne voyait pas ce que la plupart des gens voient. Je n'ai pas vu l'apparence, je n'ai pas vu le comportement immédiat, je n'ai pas vu la réputation bâtie ou la position sociale occupée. J'ai vu la structure, l'architecture invisible qui détermine d'où un être opère, ce qui le meut, réellement. Quel principe de sa constitution intérieure est effectivement en charge au moment où il agit, choisit, parle, évite. Cette capacité de perception était pour elle à la fois le résultat de décennies d'entraînement systématique et l'instrument avec lequel elle avait appris à distinguer, avec une précision qui déconcertait aussi bien ceux qui l'admiraient que ceux qui la craignaient, ce qui était authentique de ce qui était construction, le développement réel de l'âme de l'accomplissement du développement, l'évolution authentique de la sophistication spirituelle qui couvre sans transformer. Cette distinction entre l'âme véritablement évoluée et l'âme perdue est probablement la plus importante et la moins confortable de tout le système théosophique. Important car sans cela, l'ensemble du système devient un ensemble d'idées élégantes, sans réelle application. Moins confortable car appliqué avec rigueur, il inverse systématiquement les évaluations que les environnements spirituels ont tendance à produire sur eux-mêmes, révélant que souvent le plus admiré n'est pas le plus développé, que souvent le plus articulé n'est pas le plus honnête, que souvent le plus reconnu comme maître n'est pas celui qui se rapproche le plus de ce que Blavatsky appelait une âme véritablement évoluée. Le point de départ n'est pas une liste de vertus. Blavatsky se méfiait profondément des listes de vertus en tant qu'instrument d'évaluation spirituelle, précisément parce que les vertus peuvent être exercées. Ils peuvent être appris sous forme de comportement sans aucune transformation de la structure interne autre que performative. Une personne peut être constamment gentille par peur du conflit, toujours généreuse par besoin d'approbation, toujours calme parce qu'elle a appris à réprimer des réactions qu'un véritable calme rendrait inutile de supprimer. Le comportement externe n'est pas une preuve fiable de l'état interne. C'est exactement pourquoi les environnements spirituels, où le comportement externe est si intensément surveillé et socialement récompensé, sont des environnements où la distinction entre l'authentique et l'exécuté devient progressivement plus difficile à faire sans les outils de discernement que Blavatsky a tenté de systématiser. Ce qu'elle propose au lieu de liste de vertus, c'est une enquête sur la structure, sur la configuration réelle des principes qui composent l'être humain et la relation effective entre eux. La constitution septénaire qu'elle décrit comporte, au fin de cette distinction, 3 couches fonctionnellement pertinentes. Le kama, le principe du désir qui régit la partie périssable de l'être et qui se concentre sur la préservation et l'expansion du soi personnel. Manas, le principe mental qui opère dans 2 registres, l'inférieur, face à kama et au monde sensible, et le supérieur, face à buddhi et à ce qui est permanent. Et buddhi, le véhicule de la pure intuition spirituelle, l'intermédiaire entre le manas supérieur et l'atma, l'étincelle immortelle qui est identique dans tous les êtres. L'âme véritablement évoluée est celle dans laquelle Manas supérieur a progressivement établi une relation fonctionnelle avec buddhi, où l'être agit, perçoit et choisit à partir d'un centre qui se situe au-delà du soi périssable. L'âme perdue est celle dans laquelle cette relation a été rompue ou n'a jamais été établie sur une base suffisamment solide, où Manas opère entièrement au service de Kama, avec toute l'intelligence qu'il a pu développer, fonctionnant comme un instrument de désir plutôt qu'un instrument de discernement. Mais Blavatsky est allé au-delà de cette formulation qui reste trop abstraite pour être utile sans traduction. Il s'agissait d'indicateurs concrets, de manifestations spécifiques, dans les comportements et les relations et dans les réponses aux circonstances qui permettent de distinguer l'état d'intégration entre Manas supérieur et buddhi de l'état de subordination de Manas à Kama. Et ces indicateurs ont une particularité qui les rend résistants à la falsification, contrairement aux comportements vertueux. Ce ne sont pas des performances isolées qui peuvent être entraînées, ce sont des modèles relationnels qui ne se révèlent qu'au fil du temps et dans des conditions de véritable pression. Le premier indicateur qui ressort de ces textes, et qu'elle formule rarement directement mais qui imprègne son analyse de cas concrets, est ce qu'on pourrait appeler le sens de la croissance face à l'adversité. Chaque être humain rencontre l'adversité. La question n'est pas de savoir ce que fait l'être pendant l'adversité. Pendant cette période, tout être peut mobiliser des ressources qu'il n'utilise normalement pas. La question est de savoir ce qu'est l'être une fois l'adversité passée. L'âme véritablement évoluée émerge de chaque période de véritable difficulté avec une structure intérieure qui a été modifiée par l'expérience. Pas seulement plus forte dans le sens plus résistant, mais plus intégrée, avec moins de rigidité défensive que l'ego construit autour de ses points de vulnérabilité. La souffrance pour cet être remplit la fonction que lui attribue Blavatsky dans le système cosmique qu'il décrit. La fonction d'un dissolvant, d'un agent qui défait les structures qui ne servent plus au développement
et que le moi personnel, livré à lui-même, n'abandonnerait jamais volontairement. L'âme perdue émerge de l'adversité avec une structure durcie, avec plus de couches de protection, autour des mêmes points vulnérables. Avec des récits plus élaborés qui expliquent ce qui s'est passé d'une manière qui préserve intacte l'image de soi, avec une méfiance accrue envers ceux qui étaient présents pendant la période difficile, en particulier ceux qui ont souligné pendant cette période les aspects du comportement de l'être qui ont contribué à la situation. Le durcissement n'est pas toujours visible immédiatement. L'âme perdue peut émerger d'une période de crise apparemment renouvelée, apparemment transformée, avec le langage de la croissance et des leçons apprises circulant avec une facilité étonnante. Ce qui révèle l'absence de transformation réelle n'est pas ce que l'être dit immédiatement après la crise, mais ce qu'il fait dans les mois et les années qui ont suivi, si les mêmes schémas qui ont généré la crise réapparaissent avec un nouvel emballage, si les mêmes dynamiques relationnelles sont reconstituées avec des personnages différents, si la leçon apprise reste au niveau du discours sans altérer la structure qui produit le comportement. Le deuxième indicateur est ce que Blavatsky décrit dans ses textes sur l'occultisme pratique comme la qualité du silence intérieur. Pas le silence en tant qu'absence de pensée. Il s'agit d'une conception méditative spécifique que Blavatsky n'a pas nécessairement adoptée comme définition du développement. Le silence comme absence de bruit de fond kamique. Cette couche constante d'auto-évaluation, de vigilance sur la façon dont on est perçu, de planification du prochain discours, ou de l'action en fonction de l'effet qu'elle produira, de surveillance des autres pour déterminer s'ils approuvent ou menacent. Ce bruit est si constant dans l'expérience humaine ordinaire que la plupart des gens ne le perçoivent pas comme du bruit, mais comme le contenu normal de l'esprit. Mais c'est là, et cela consomme une énorme proportion de l'énergie, que l'être pourrait utiliser pour une perception réelle, pour une action authentique, pour le genre de présence qui n'est pas divisé entre ce qui se passe et ce que l'ego fait avec ce qui se passe. L'âme véritablement évoluée n'est pas exempte de ce bruit. Aucun être incarné n'en est complètement exempt. Mais la vitesse à laquelle il opère est nettement plus faible, ce qui crée une qualité de présence perceptible par quiconque est suffisamment perspicace pour ressentir la différence entre un être qui est véritablement ici et un être qui est ici, tout en traitant simultanément ce que signifie ici son image, sa position, son récit. Cette qualité n'a de nom propre dans aucune langue connue de Blavatsky. Elle utilise des approximations, présence, attention, être, kamamenos. Mais ce qu'il indique est réel et reconnaissable, et c'est précisément ce qui devient imperceptible lorsque l'observateur opère également avec un niveau équivalent de bruit kamique de fond. Le troisième indicateur est relationnel, ce que fait l'être de la dépendance que les autres développent par rapport à lui. Dans tout contexte de développement spirituel, groupe d'études, communauté contemplative, relation de mentorat, émerge une dynamique naturelle qui est, en soi, neutre. Ceux qui sont encore en développement ont tendance à s'orienter vers ceux qu'ils perçoivent comme plus développés, à rechercher l'approbation, à faire de la relation un point de référence pour leur propre identité. Cette dynamique est neutre. Ce qui n'est pas neutre, c'est ce que l'être le plus développé en fait. L'âme véritablement évoluée utilise cette dynamique pour promouvoir l'autonomie de l'autre, pour rendre à l'être dépendant ce qu'il projette dans l'être plus développé, pour le guider de manière cohérente vers une perception qui n'aura pas besoin de confirmation extérieure car elle viendra de l'intérieur. Non pas parce qu'il est inhumainement altruiste, mais parce qu'il réalise sincèrement que la dépendance, entretenue plutôt que travaillée, est un obstacle au développement de l'être dépendant, et qu'un être dont le développement réel est le but ne peut se contenter d'être l'objet d'une dépendance qui retarde ce qu'il devrait promouvoir. L'âme perdue fait quelque chose de différent avec cette dynamique. Et ici, il est important d'être précis, car la différence ne réside pas dans le comportement immédiat, qui peut paraître identique, mais dans la direction sous-jacente. L'âme perdue entretient une dépendance, pas nécessairement consciemment. Le kama, qui opère dans les étapes les plus subtiles de la perte, n'a pas besoin de conscience pour être efficace. Il trouve simplement, dans les situations où les autres deviennent dépendants, la source de nourriture dont il a besoin. La confirmation de sa propre importance, l'assurance qu'il existe une place dans le monde de l'autre qui ne peut pas être facilement occupée par un autre, le sentiment d'être nécessaire que Kama confond avec l'amour, mais qui est structurellement plus proche du contrôle. Et il utilise le manas inférieur, l'intelligence concrète, pour construire un récit autour de cette dynamique qui la présente comme un souci, comme un engagement envers la croissance de l'autre, comme une relation de véritable développement. Le récit peut être tout à fait sincère. L'être peut véritablement y croire. Cela ne change pas la structure de ce qui fonctionne. Le quatrième indicateur, et c'est ici que Blavatsky aborde ce qui est peut-être le plus révélateur de tous, est la relation entre l'être et le non-savoir lui-même.
Chaque être humain, quel que soit son niveau de développement, habite des régions d'ignorance plus étendues que celles de la connaissance. Le problème n'est pas la proportion, mais la relation. L'âme véritablement évoluée entretient une relation avec sa non-connaissance, que Blavatsky décrit, dans différents vocabulaires à travers ses textes, comme une ouverture active. Une véritable volonté de trouver quelque chose qui contredit ce qu'elle croyait savoir et de laisser cette contradiction agir comme une information plutôt que comme une menace. Cela ne signifie pas une absence de conviction. L'âme évoluée a des convictions profondes sur certaines vérités que Manas supérieur, en contact avec Buddhi, perçoit avec une clarté qui ne dépend pas d'une validation extérieure. Mais il distingue précisément entre ces convictions profondes et les opinions, les interprétations, les modèles construits par l'intellect concret, qui sont toujours des approximations et qui peuvent toujours être affinés ou remplacés sans rien perdre d'essentiel. L'âme perdue a une relation avec son non-savoir que Kama détermine. Le non-savoir est vécu comme une menace pour l'image de soi de la personne qui sait. Et la menace est gérée par l'une des stratégies dont dispose Manas inférieur, le déni du non-savoir à travers la production d'explications, la disqualification de la source d'information qui révèle une non-connaissance, la transformation du non-savoir en une position délibérée, comme si l'ignorance était un choix philosophique plutôt qu'une véritable limitation, ou l'attribution de la révélation du non-savoir à une motivation négative du révélateur, de sorte que l'attention se déplace du contenu vers l'intention, et que le contenu n'ait jamais besoin d'être examiné. Chacune de ces stratégies peut être utilisée occasionnellement par n'importe quel être, y compris les plus développés. Ce qui en fait des indicateurs de perte, c'est lorsqu'ils deviennent un modèle systématique, lorsque l'être ne rencontre jamais, ou presque jamais, une instance de son propre non-savoir qu'il peut simplement reconnaître comme tel, sans avoir besoin d'en faire autre chose que de le reconnaître. Blavatsky avait observé cette distinction dans des contextes qui lui étaient très familiers. Les cercles spiritualistes et ésotériques de l'Europe et de l'Inde du XIXe siècle, où des personnes véritablement intéressées par le développement spirituel vivaient avec d'autres dont l'intérêt était principalement dans la distinction que conférait la connaissance ésotérique, dans l'autorité que pouvait établir l'accès aux dimensions cachées de la réalité, dans le pouvoir informel qui revient à ceux qui se positionnent comme intermédiaires entre l'ordinaire et l'extraordinaire. Elle savait distinguer ces deux groupes, non pas par des déclarations d'intention, souvent indiscernables, mais parce qu'elle révélait sous la pression, dans des situations où le masque se desserrait parce que le coût de son entretien augmentait fortement. Et il y avait une situation spécifique qu'elle considérait comme le test le plus fiable de tous. Ce que fait un être quand quelqu'un de moins développé que lui a raison. Quand la critique vient de quelqu'un qui, en général, a moins de discernement, moins d'expérience, moins de développement, mais qui, dans ce cas précis, a remarqué quelque chose de réel que la personne plus développée avait manqué ou évité. L'âme véritablement évoluée reconnaît la vérité quelle qu'en soit la source. Vous pouvez rencontrer la résistance initiale que tout ego éprouve lorsqu'il est contredit par quelqu'un qu'il considère comme inférieur. Mais cette résistance n'a pas le pouvoir de supprimer la perception lorsque celle-ci est authentique, parce que le centre d'évaluation de l'être évolué n'est pas l'ego et sa hiérarchie d'autorité, c'est le contact direct avec ce qui est vrai, et ce contact fonctionne indépendamment de celui qui transmet l'information. L'âme perdue ne peut pas recevoir la vérité de source que l'ego ne reconnaît pas comme faisant autorité. Pas parce qu'elle est stupide, c'est souvent le contraire, mais parce que le manas inférieur, opérant au service du kama, filtre l'information avant qu'elle n'atteigne le niveau où elle pourrait être véritablement évaluée. Et le filtre est précisément la hiérarchie d'autorité que l'ego a construite, qui a la crédibilité de me dire quelque chose sur moi-même et qui n'en a pas. Dans ce système de filtrage, la vérité provenant d'une source non autorisée n'entre tout simplement pas. Elle est renvoyée par l'un des mécanismes d'élimination de disponibles, sans que l'être ait jamais besoin de se confronter à leur contenu. Et le système est autonome, car il protège aussi les sources qui confirmeraient l'être. Les voix qui valident sont perçues comme sages, celles qui remettent en question sont perçues comme envieuses ou malveillantes, ou simplement moins développées, qu'elles n'ont le recul nécessaire. Il est un trait que Blavatsky évoque moins fréquemment que les précédents, mais qu'elle considère clairement comme d'une grande importance, ce que fait l'être avec l'espace entre les mots. L'âme véritablement évoluée habite le silence sans inconfort. Vous n'avez pas besoin de remplir chaque pause avec de la parole, vous n'avez pas besoin d'une confirmation continue que l'interaction progresse favorablement. Vous n'utilisez pas les mots comme instrument pour contrôler l'environnement relationnel. La présence silencieuse d'un être évolué a une qualité spécifique. Ce n'est pas la présence silencieuse de l'être qui n'a rien à dire, ni la présence silencieuse de l'être qui calcule quoi dire.
C'est la présence d'un être qui est véritablement ici, qui n'a pas besoin de paroles pour justifier son existence dans l'espace, et qui parle lorsqu'il a quelque chose de réel à dire, plutôt que lorsque le silence devient insupportable. L'âme perdue utilise le mot de manière défensive, même lorsqu'elle ne semble pas se défendre. Utilisez-le pour établir un territoire, pour marquer l'espace de la conversation avec des références qui confirment la position, le développement, l'autorité de l'être qui parle. Il l'utilise pour mesurer l'autre, pour calibrer, à travers les réponses qu'il provoque, le degré d'alignement ou de menace que représente l'autre. Utilisez-le pour contrôler le rythme de l'interaction de manière à maintenir l'être dans une position favorable. Rien de tout cela n'est nécessairement conscient. Et c'est précisément l'inconscience avec laquelle cela opère qui le rend si révélateur. Le Kama, qui utilise le langage comme instrument, n'a pas besoin de planifier. Il exprime simplement, par le canal de la parole, son orientation fondamentale de préservation et d'expansion de soi. Et le résultat est un modèle de communication qui, observé au fil du temps, révèle bien plus que le contenu explicite de tout discours individuel. La question que soulève inévitablement ce tableau est celle de la responsabilité. Si l'âme perdue opère selon des schémas qui ne sont souvent pas conscients, si Kama utilise du manas inférieur sans que l'être ait besoin de reconnaître ce qui se passe, dans quelle mesure l'être est-il responsable de l'état de perte ? Blavatsky a répondu à cette question avec une distinction qui est centrale dans son système. La responsabilité n'est pas rétroactive par rapport à ce qui a été généré avant que le degré de conscience nécessaire ne soit présent. Mais cela est pleinement réel par rapport à ce qui est généré une fois que la conscience est disponible. Et nier la conscience qui est disponible, maintenir la non-vision de ce qui pourrait être vu, est en soi un choix qui a un poids karmique. L'être qui pourrait percevoir et choisit de ne pas percevoir n'est pas innocent au même titre que l'être qui ne dispose pas encore réellement de la capacité de perception. Et le degré de développement intellectuel et spirituel dont fait preuve un être est précisément le critère par lequel on évalue si la capacité de perception était disponible ou non. C'est ce que Blavatsky voulait dire lorsqu'elle parlait des âmes perdues avec ce ton spécifique de sérieux. Non pas de jugement moral au sens théologique, mais de reconnaissance technique d'une condition qui a des conséquences réelles et qui devient plus grave à mesure que le développement intellectuel avance sans être accompagné par le développement de vivka, d'un discernement qui applique l'intelligence à son propre être, avec la même précision avec laquelle elle l'applique au monde extérieur. Le renseignement sans viveka n'est pas neutre. C'est un multiplicateur de tout ce qui est déjà présent, y compris la sophistication avec laquelle Kama opère et l'efficacité avec laquelle fonctionnent les mécanismes d'autotromperie. L'être le plus intelligent qui n'a pas développé Viveka n'est pas simplement un être ordinaire doté de plus de ressources cognitives. C'est un être dans lequel la condition de perte, si elle est présente, s'exprime avec une intensité et une ampleur qu'un être moins intelligent ne pourrait pas produire. Et c'est ici que Blavatsky boucle la boucle avec une observation qui a la structure d'un paradoxe, mais qui, examinée attentivement, est parfaitement cohérente avec le reste du système. Les êtres qu'elle décrit comme les plus proches de la condition de perte irréversible n'étaient-ce pas ceux qui avaient commis les actes d'égoïsme ou de cruauté les plus évidents ? C'étaient ceux qui avaient développé une plus grande intelligence, une plus grande sophistication spirituelle, une plus grande capacité à se positionner au sein de systèmes de connaissances ésotériques et qui avaient utilisé tout cela systématiquement au service d'un moi périssable, sans jamais le reconnaître, sans jamais laisser entrer la perception qui les rendrait responsables de ce qu'ils faisaient. Le niveau de perte n'est pas déterminé par le degré de préjudice produit. Elle est déterminée par le rapport entre la capacité perceptuelle disponible et le degré avec lequel cette capacité est délibérément évitée. Et plus la capacité est grande, plus le fardeau de l'évitement est lourd. L'âme véritablement évoluée, vue depuis l'intérieur du même système, n'est pas celle qui n'a jamais commis d'erreur, qui n'a jamais causé de mal, qui n'a jamais opéré à partir de Kama. C'est celui qui, face au témoignage de Kama lui-même en opération, n'a pas détourné le regard, qui a supporté la perception de ce qui était inconfortable à voir sans le transformer en un récit qui le rendait tolérable au détriment de l'exactitude, qui a utilisé ce qu'il a vu pour modifier ce qui devait l'être, sans drame, sans autopunition accomplie, sans spectacle de transformation qui serait une autre façon pour l'ego de se placer au centre, qui a fait le travail réel, invisible, aride et sans public, d'aligner progressivement ce qu'il choisit avec ce qu'il perçoit comme vrai, incarnation après incarnation, instant après instant, sans garantie de reconnaissance et sans en avoir besoin. Cet alignement est ce que Blavatsky appelle une véritable évolution. Et son absence systématique, entretenue par l'intelligence qui aurait pu produire le contraire, c'est ce qu'elle appelle la perte.
Mais le système de Blavatsky ne s'arrête pas à la distinction. Cela se termine par les implications de la distinction, parce qu'elle exige de ceux qui la comprennent assez honnêtement. Et ici, le texte qu'elle a écrit a une qualité qui apparaît rarement dans la littérature spirituelle de quelque époque que ce soit, la qualité de n'offrir aucune issue. Il n'existe aucun moyen de véritablement comprendre la distinction entre l'âme évoluée et l'âme perdue, et de continuer à fonctionner exactement de la même manière, avec les mêmes évasions, les mêmes récits protecteurs, la même utilisation de l'intelligence spirituelle comme bouclier, plutôt que comme lame tournée vers l'intérieur. Une véritable compréhension est en soi une forme de responsabilité, car une fois la carte visible, naviguer sans elle est un choix et non une impossibilité. Ce que Blavatsky exigeait de ceux qui l'ont suivi, de ceux qui ont étudié ses textes avec le sérieux qu'ils exigent, non pas comme un exercice intellectuel, mais comme un instrument de transformation, n'était pas la perfection. Ce n'est pas l'arrivée immédiate à l'état d'intégration qu'elle décrit comme celui de l'âme véritablement évoluée. C'était une honnêteté continue, la volonté de continuer à regarder son propre état, avec la précision qu'offre le système, sans le confort des récits qui organisent ce que l'on voit en fonction de ce que l'on veut voir. Cette honnêteté continue est en soi le travail. Ce n'est pas une préparation au travail, ce n'est pas l'instrument avec lequel le travail sera effectué à un moment plus opportun dans le futur. C'est le travail, effectué maintenant, dans cette conversation, dans cette relation, dans ce choix, qui semble trop petit pour avoir de l'importance, mais qui, accumulé avec tous les autres petits choix de toute une incarnation, constitue la matière à partir de laquelle le karma est fait et la structure de l'être est construite ou dégradée. L'âme perdue évite justement cela. Il évite le contact direct avec son propre état, non pas par un déni grossier qui serait facilement identifiable, mais par une série de changements subtils qui maintiennent l'auto-observation toujours légèrement floue. L'attention se tourne vers le développement des autres, vers les échecs du système, vers des questions philosophiques abstraites qui n'ont pas d'implication immédiate sur la manière dont l'être fonctionne aujourd'hui dans cette incarnation. L'âme évoluée reste proche du malaise de l'auto-observation, sans le transformer en autre chose, non pas parce qu'elle est plus forte ou plus vertueuse, parce que le centre de gravité de l'être n'est plus le moi qu'il faut protéger. Et quand le moi n'est pas le centre, la perception de ces opérations n'est pas une menace existentielle, c'est simplement une information. Cette différence entre la perception de ses propres opérations comme une menace à gérer et comme une information à utiliser est, dans le système de Blavatsky, la ligne qui divise les deux états plus fondamentalement que n'importe quel comportement extérieur. Parce que c'est la ligne qui détermine ce qui arrive à chaque moment de conscience authentique qui surgit dans l'expérience de l'être. S'il est reçu, s'il est utilisé, s'il est incorporé dans la structure qui guide les choix ultérieurs, ou s'il est déformé, neutralisé, transformé en un matériau plus important pour le récit qui préserve l'image de soi au détriment de la vérité. D'incarnation en incarnation, l'accumulation de ces choix microscopiques, recevoir ou éviter, utiliser ou neutraliser, est ce qui construit la différence entre les états que Blavatsky a décrits, avec une précision que la plupart de ses lecteurs apprennent encore à appliquer au seul territoire où cela compte vraiment. L'intérieur de chaque être qui le lit, et qui a encore, dans cette incarnation, la possibilité de faire de ce qu'il lise quelque chose de plus qu'un simple objet d'admiration. Intellectuel. Le système est complet. La question qui reste ne concerne pas le système. Il s'agit de ce que chaque être en fait lorsqu'il ferme le livre, éteint l'écran et revient à la vie, qui est le seul laboratoire où toute distinction concernant les âmes compte vraiment. Blavatsky le savait. Et c'est pourquoi elle a écrit comme elle l'a fait. Ne pas être admirée, ne pas construire une école, ne pas fonder une tradition qui perpétuerait son nom. Créer des conditions dans lesquelles une perception honnête deviendrait progressivement plus difficile à éviter. C'était votre travail. Ce qui vient ensuite est le nôtre. Il y a un territoire supplémentaire dans cette distinction que Blavatsky a parcouru avec un soin particulier. Le territoire des relations entre des êtres à différents stades de développement, et ce que ces relations révèlent sur l'état de chacun. Elle a observé, au cours de décennies d'associations étroites avec des chercheurs spirituels de tout type, que les relations entre les êtres sont l'un des outils de diagnostic les plus précis disponibles, non pas parce que le comportement relationnel est plus vrai que le comportement solitaire, mais parce que les relations soumettent l'être à un type de pression que la solitude ne produit pas. Et sous cette pression, les structures que l'ego maintient avec effort pendant la période d'observation, solitaires tendant à révéler leurs véritables caractéristiques. L'âme véritablement évoluée entre dans des relations sans le programme caché que Kama installe invariablement dans les relations de l'âme en perte. Le programme caché de Kama est simple dans sa structure et inépuisable dans ses variations. Utiliser la relation pour obtenir ce dont le moi personnel a besoin,
validation, confirmation, pouvoir, contrôle, sécurité, sans que l'autre se rende compte qu'il est utilisé de cette manière et sans que le soi ait besoin de reconnaître qu'il l'utilise. Les variantes de ce programme sont infinies. L'être qui se présente comme un soutien affectif, mais qui utilise la vulnérabilité de l'autre pour construire son propre caractère indispensable. L'être qui se présente comme un enseignant, mais qui structure l'enseignement de manière à maintenir l'élève dépendant. L'être qui se présente comme un partenaire, mais qui utilise l'intimité comme un instrument d'accès aux ressources matérielles, émotionnelles, sociales, dont le moi personnel a besoin. Dans chaque variation, le récit extérieur est celui de la générosité, de l'engagement et de l'attention sincère. Ce que Kama ne permet jamais d'examiner, c'est la structure de ce qui est obtenu dans la relation, parce que l'examen de cette structure rendrait visible ce qui ne peut être vu sans que l'auto-illusion ne se défait. L'âme évoluée a aussi des besoins relationnels. Il recherche aussi dans les relations des choses qu'il ne peut pas pourvoir lui-même. La friction de l'autre qui révèle ce que la solitude ne révèle pas, la présence d'un autre être qui perçoit différemment et qui enrichit la perception de l'être évolué précisément par la différence. Mais il entre dans cette recherche avec une transparence que Kama ne tolère pas. Il reconnaît ce qu'il cherche, il reconnaît ce qu'il offre, et il maintient entre ces deux termes une proportion qui ni exige de l'autre plus que l'autre ne peut donner, ni n'offre à l'autre moins que l'être ne peut véritablement offrir. Cette transparence n'est pas parfaite. Aucun être incarné n'a une transparence totale sur ses propres motivations relationnelles. Mais c'est la direction constante du mouvement, l'engagement à voir et à reconnaître qui, au fil du temps, produit des relations d'une qualité que les relations régies par le programme kamique ne peuvent pas maintenir. Le programme kamique dans les relations présente une caractéristique que Blavatsky identifie comme particulièrement révélatrice. Il produit des relations qui deviennent progressivement plus restreintes au fil du temps. Non pas dans le sens où ils vont plus en profondeur, le véritable approfondissement est une expansion de la perception, et non une restriction, mais dans le sens où l'espace disponible pour l'autre au sein de la relation devient plus petit à mesure que le Kama configure la dynamique de manière à maximiser ce qu'il obtient et à minimiser ce qu'il a réellement besoin de donner. L'autre se limite progressivement au rôle qui sert le programme. Il est vu de moins en moins comme un être complet et indépendant, et de plus en plus comme l'occupant d'une fonction au sein de l'économie du moi personnel de l'être en perte. Et quand l'autre commence à déborder de ce rôle, quand il commence à avoir des besoins que son rôle ne prévoit pas, ou des perspectives que le programme ne peut pas utiliser, ou une autonomie que le contrôle ne peut pas absorber, la relation entre en crise, non pas parce que l'autre a changé de manière problématique, mais parce que sa croissance réelle menace la structure que le Kama avait construite. L'âme évoluée perçoit ce débordement pour ce qu'il est, une véritable croissance de l'autre, à célébrer plutôt qu'à gérer. La relation pour l'être évolué existe pour l'épanouissement des deux, non pas de l'être dans une position de plus grand développement aux dépens de l'autre, mais des deux, d'une manière qui peut être complètement différente et qui n'a pas besoin d'être symétrique pour être véritablement réciproque. Et lorsque la croissance de l'autre crée des changements qui modifient la nature de la relation, lorsque ce dont l'autre avait besoin auparavant n'est plus ce dont il a besoin maintenant, lorsque la dynamique qui a fonctionné doit être remplacée par une dynamique différente, l'être évolué accompagne ce changement sans la résistance que le Kama invariablement, et s'oppose à toute reconfiguration qui menace ce qui a été réalisé. Blavatsky a observé ce schéma dans des groupes ésotériques avec une fréquence qui l'a amené à se méfier profondément des structures de leadership spirituel, créatrices de dépendance, qui mesurent le développement des membres par le degré d'alignement avec le leader plutôt que par le degré de capacité croissante de perception autonome. Elle voyait dans ces groupes le fonctionnement du programme kamique au sens large, le chef perdu utilisant l'autorité spirituelle qu'il avait acquise pour extraire des membres précisément le genre de nourriture dont le Kama d'une âme perdue sophistiquée a besoin, l'admiration, la soumission, le sentiment d'être l'intermédiaire indispensable entre l'ordinaire et le sacré. Et il a vu chez les membres l'opération correspondante, l'abandon volontaire de l'autonomie perceptuelle en échange de la sécurité que procure l'appartenance à un groupe qui a accès à des vérités que d'autres n'ont pas. Cette configuration, le leader perdu et le suiveur abandonnant son autonomie, est, dans le système de Blavatsky, l'un des arrangements les plus karmiquement problématiques, ce qui soit précisément parce qu'il se fait passer pour un développement. Le leader semble plus développé, car il a plus de connaissances, plus de capacité d'articulation, plus d'expérience avec les langages et pratiques ésotériques. Le suiveur semble se développer parce qu'il est exposé à un niveau de connaissance qu'il n'aurait pas en dehors de la relation. Mais ce qui se passe en réalité est tout le contraire. Le leader utilise le groupe pour nourrir Kama avec une efficacité et une impunité que les relations individuelles ne permettent pas,
Et le suiveur lui remet systématiquement le seul instrument qui rendrait possible un réel développement, la capacité de perception autonome que Viveka développe et que la soumission structurelle se dissout progressivement. Cela ne veut pas dire que Blavatsky a rejeté toutes les formes de transmission spirituelle, toutes les relations de mentorat, toutes les structures qui impliquent qu'une personne plus développée transmette quelque chose à une personne moins développée. Elle-même opérait au sein de ces structures, à la fois comme réceptrice et comme émettrice. Ce qu'elle a rejeté, c'est la structure qui fait du plus développé une autorité sur la perception du moins développé, plutôt qu'un facilitateur du développement, d'une perception autonome. Le critère qu'elle utilisait était simple et implacable. À la fin de toute véritable relation de transmission, le récepteur doit percevoir plus clairement avec ses propres instruments qu'il ne le percevait auparavant. Si ce qui est perçu est simplement plus aligné avec la perspective de l'émetteur, sans avoir développé la capacité d'arriver à des idées que l'émetteur n'avait pas anticipées, la transmission n'était pas authentique. C'était, dans une certaine mesure, ce qu'une analyse honnête de la dynamique peut déterminer, une opération du karma de l'émetteur, utilisant l'intelligence spirituelle disponible pour construire une dépendance plutôt que le développement. Toute cette analyse converge vers un point que Blavatsky n'a jamais manqué d'expliciter. La distinction entre âme évoluée et âme perdue n'est pas statique. Ce n'est pas un diagnostic permanent qui définit l'être pour toutes ses incarnations futures.